Monsieur le ministre, mes chers collègues, c'est avec émotion et tristesse que nous avons appris dans la soirée d'hier la disparition du président Valéry Giscard d'Estaing. Au nom du Sénat tout entier, je souhaite rendre hommage dans notre hémicycle à un homme d'État au parcours exceptionnel qui a profondément transformé notre pays. Valéry Giscard d'Estaing a occupé successivement les plus hautes fonctions de la République, à chaque fois d'ailleurs de manière précoce. Secrétaire d'État aux Finances de 1959 à 1962, il devient ministre des Finances et des Affaires économiques en 1962, sous la présidence du général de Gaulle. Il avait 36 ans. Et il restera ce ministre-là jusqu'en 1966. Il occupe à nouveau ce poste de 1969 à 1974, sous le mandat du président Georges Pompidou, avant d'être élu à la présidence de la République. Valéry Giscard d'Estaing incarne alors l'avenir, le changement. Il admire profondément le général de Gaulle, même s'il lui arrive d'avoir avec lui des désaccords politiques qui commenceront par le 8 mai, se poursuivront parfois avec un regard sur la manière d'exercer le pouvoir. Mais n'oublions pas son engagement en 1944 dans la première armée française. Il avait 18 ans. Candidat à l'élection présidentielle, il affronte les électeurs avec une image, celle de la modernité, un projet, la société libérale avancée, un slogan, le changement sans risque, et quelques belles formules. Je voudrais regarder la France au fond des yeux. Président de la République à 48 ans, il entreprend alors une vaste politique de réforme. Il souhaite aller vers une démocratie renforcée, plus de libéralisme, et faire entrer de plein pied notre pays dans ce qu'il qualifie de monde moderne. D'abord, pour signifier de manière symbolique un changement de style, l'injure au chef de l'État cesse, je le rappelle, d'être un délit. Puis vint l'élargissement de la saisine du Conseil constitutionnel. Changement capital dont même Michel Debré admet dans ses mémoires le caractère positif, et notamment ce qu'il représente pour les oppositions et les minorités dans nos deux assemblées. C'est aussi l'abaissement de la majorité à 18 ans. C'est aussi la loi qui humanise le divorce en introduisant la notion de consentement mutuel. C'est la généralisation de la sécurité sociale à tous les Français. C'est la réforme de l'ORTF. Les organismes de radio et de télévision cessent, et je reprends son expression, d'être la voix de la France. La loi informatique et liberté, dont nous reparlerons, je pense, très bientôt encore ici, et la création de la CNIL, c'est lui, avec le rôle central du président du Sénat d'alors, Alain Poher. La création d'un secrétariat d'État à la qualité de la vie qui protège la nature et vise à endiguer, je cite, l'urbanisation excessive. La loi Sécurité et liberté, défendue par Alain Peyrefitte, réforme d'une autre inspiration, puisqu'elle tente de rassurer déjà une opinion publique inquiète des progrès de l'insécurité. Il prend un certain nombre de mesures en faveur des femmes. La création d'un secrétariat d'État à la condition féminine, conduit par François Giroud. C'est aussi le moment où la contraception devint libre et gratuite. Mais c'est aussi avec la loi sur l'interruption volontaire de grossesse, un moment très important, loi défendue avec tant de noblesse de courage par Madame Simone Veil. Il manifesta sa résolution, mais aussi son esprit d'indépendance. Enfin, c'est sous son septennat, pour le plus grand bonheur des ministres, il y a les questions au gouvernement.
C'est un Européen convaincu qui accède à la magistrature suprême. Soutenu par le chancelier Helmut Schmidt, il relance le processus européen. Il contribuera à créer le Conseil européen, qui permet aux chefs d'État et de gouvernement des 9 pays membres de la Communauté économique européenne de se réunir au moins 3 fois par an pour un examen des dossiers communautaires. Il fait adopter le principe de l'élection au suffrage universel des députés au Parlement européen. Jean Monnet reconnaîtra que l'institution de ce Conseil a été la création la plus importante après le traité de Rome. Le choix de Simone Veil comme premier président de l'Assemblée européenne à Strasbourg lui doit beaucoup et concrétisera l'influence et l'action de la France. Le rôle décisif qu'il jouera dans la construction européenne lui vaudra plus tard d'être désigné comme président de la Convention qui proposera une constitution pour l'Europe. Après son échec en mai 1981, il éprouve un sentiment d'injustice qu'il décrit dans son livre « Le pouvoir et la vie ». Il revint vers son Auvergne, où il va gravir à nouveau les échelons de la vie politique, la députation et la présidence du Conseil régional. La pensée de Valéry Giscard d'Estaing, telle qu'elle s'exprime dans Démocratie française, est une exhortation à l'apaisement politique par un appel à substituer le dialogue au conflit, la négociation à la lutte. Une inspiration qui vise à conjurer la fatalité de la seule bipolarisation. Valéry Giscard d'Estaing était attaché au bicamérisme. Il demeure le seul président de la République à être intervenu au sein même de cet hémicycle. C'était le 27 mai 1975. C'était le centenaire du Sénat de la République. Et je le cite, évoquant la Troisième République. Plus circonspect que la Chambre des députés, moins sensible qu'elle à la séduction des idéologies non encore éprouvées au contact des réalités. Le Sénat a apporté dans la gestion des affaires publiques le concours de l'expérience et de la sagesse. Fin de citation, comme un écho au discours de Bayeux prononcé en 1946 par le général de Gaulle. Nous garderons tous le souvenir de sa grande intelligence, d'un président moderne et réformateur, d'un militant de la construction européenne. Je lui rendais visite chaque année et son intelligence fulgurante me frappait à chaque rencontre, encore il y a quelques mois. À son épouse, à sa famille déjà éprouvée et à ses proches, ainsi qu'à tous ceux qui ont partagé ses engagements, je crois qu'avoir ce temps de pensée, ce temps aussi de partage de peine, mais aussi ce temps d'unité, pour que nous ne soyons pas simplement 2 Français sur 3, mais 3 Français sur 3 à croire en la République et en ses valeurs, dans la diversité que nous sommes.